Bonjour, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'introduction au processus de raisonnement clinique en massogithérapie. Nous sommes dans le chapitre des aspects théoriques de ce cours. J'aimerais dans cette vidéo revenir sur la définition du raisonnement clinique et certains éléments de précision que j'aimerais ajouter pour compléter la vision que nous avons du raisonnement clinique dans le cadre de processus de raisonnement clinique en massogithérapie. Nous avons proposé quatre grandes dimensions au raisonnement clinique: le fait d'être un acte intellectuel qui s'intéresse à synthétiser de l'information. Et pour ça, nous voulons mettre l'accent aussi sur l'aspect des sciences, des connaissances et de l'expérience de la personne qui fait ce raisonnement clinique. Donc on va revenir un peu en détail sur ces quatre dimensions. Premièrement, nous considérons le raisonnement clinique comme un acte intellectuel, nous l'avons dit. Ce qui implique pour nous le fait qu'il y ait une volonté de réflexion et de s'engager dans la résolution d'un problème. Pour cela, nous allons devoir consacrer de la ressource. Cette ressource sera plus ou moins importante en coût et en énergie qu'on va apporter au raisonnement. Probablement qu'avec l'habitude, de plus en plus, des habitudes, des réflexes vont s'installer, des heuristiques, des raccourcis de raisonnement vont se mettre en place. Que ce soit des raccourcis qui soient efficaces, nous permettant de prendre des décisions rapides en se disant, bah voilà, j'ai reconnu quelque chose que je sais traiter efficacement et rapidement avec le patient et je vais pouvoir gagner du temps. On fera attention au fait qu'il y a un risque évident aussi de prendre des habitudes délétères en disant bah, cette personne-là, je vais agir de cette façon et en fait je sois passé à côté d'une information qui me faisait comprendre qu'en fin de compte ce patient ne correspondait pas à la sous-classification que j'avais envisagée et pour lequel le traitement que je propose n'est peut-être pas optimum. Dans tous les cas, que ça soit rapide ou plus lent dans un système 1 rapide comme proposé par Kahneman et collaborateurs ou système 2 plus lent dont nous allons reparler, intellectuel plus coûteux en coût, dans tous les cas on considérera qu'il y a un coût qui est apporté, que en soi cet acte va être coûteux et que cette balance coût-bénéfice qu'on peut attendre du thérapeute, enfin, que le thérapeute peut attendre de son raisonnement, probablement est aussi un élément à prendre en compte pour pouvoir s'expliquer pourquoi certaines personnes vont agir plus ou moins rapidement, prendre du temps, ou pourquoi moi-même quand je raisonne, il y a des moments où je peux être plus ou moins rapide dans mon raisonnement, peut-être en état de fatigue, ou peut-être pour d'autres éléments, ou quand j'attends pas grand-chose de résultat de ma réflexion, quand je ne pense pas que ma réflexion puisse m'amener au-delà d'un automatisme, probablement que je ne vais pas aussi m'engager dans le même système de réflexion avec autant de coûts que si j'attendais quelque chose derrière mon raisonnement ou si j'étais moins fatigué, que j'avais de la ressource à accorder. Donc ces éléments sont selon nous à prendre en compte quand nous voulons analyser le raisonnement de quelqu'un ou notre propre raisonnement dans cette vision de nous améliorer sur le raisonnement clinique, essayer de comprendre aussi cette dimension-là qui nous semble importante. Cet acte que nous décrivons comme coûteux, c'est un acte qui va viser, selon nous, à organiser notre pensée afin de comprendre les informations plus facilement. Nous allons les organiser. C'est plus facile de comprendre le propos d'un livre quand on suit le déroulement de ce livre. Et dans une situation clinique, on aura la même chose. Beaucoup d'informations vont nous arriver par différents sens. Il faudra les organiser, puis organiser les représentations que nous avons qui émergent en fonction de ces informations-là. Donc organiser une pensée pour réfléchir. L'organisation de cette pensée est d'autant plus simple que nous avons des scripts clairs. Donc les scripts, nous reviendrons sur ce principe, mais l'idée est de se dire que dans notre psyché, il y a une organisation possible des informations entre elles, de les relier en réseau afin d'en dépeindre des construits, des situations plus ou moins claires qui vont nous permettre d'agir. Donc dans le raisonnement clinique, nous allons à la fois construire progressivement des scripts en disant, voilà, je vois telle et telle information, et j'arrive à les relier, ça donne du sens pour moi, et du coup, le patient que je vois, en même temps que j'analyse sa situation, je vais pouvoir en dépeindre une caractéristique, une sous-classification, puis à force de voir des patients semblables et de connecter les mêmes types d'informations, je vais pouvoir construire des scripts, de dire, voilà, tel genre de patient, je les sous-groupe, je les sous-classifie, et face à cette situation-là, en général, j'ai tel résultat avec telle intervention, ce qui va me permettre de
prédire et d'estimer ce qui va se passer. Donc on va construire en permanence, puis en permanence on va aussi utiliser ce qu'on a construit en amont, que ce soit par l'expérience ou par la simulation. C'est pour ça que nous parlons de construction et d'utilisation de scripts dans le raisonnement clinique. Le but final est donc de gérer la complexité des expériences. Nous considérons toujours que les expériences humaines sont des expériences complexes, multidimensionnelles, avec des éléments qui interagissent entre eux, avec du rétro-contrôle. Et ça, c'est ce que nous avons besoin au maximum de pouvoir gérer pour agir. Et c'est ce qui demande beaucoup de temps de pouvoir réussir à organiser toutes ces informations complexes qui arrivent dans une situation clinique à comprendre et à maîtriser. Quand nous parlons de l'aspect des sciences, c'est vraiment dans l'aspect de la somme des connaissances, nous utilisons cette définition-là pour le coup, avec l'idée que le champ de nos sciences est celui où peut porter notre vision, dans lequel nous sommes confinés pour nos interprétations. Ainsi, en fonction de ce que je sais et de ce que je comprends des phénomènes, ma vision ne pourra pas sortir de ce que je comprends et de ma représentation du monde. C'est un non-sens que de se dire je vais réussir à comprendre quelque chose dont on ne m'a jamais parlé, qui pour moi n'existe pas, je vais pouvoir l'utiliser. Donc il faut avoir en tête que ce que je sais me limite, me contraint et va confiner mon interprétation. Pensez à des personnes qui ne connaissaient pas ou ne connaissent pas les processus de physique quantique, de ce genre de choses, comprendre la chute d'un corps sans avoir des connaissances de la physique newtonienne rend les choses plus compliquées, plus difficiles à appréhender. Et voilà, en fonction de nos connaissances, notre vision du monde et la façon dont nous allons interpréter sera contraint. Et ça, il n'y a pas de moyen d'y échapper, il n'y a aucun moyen d'être omniscient. Mais par contre, il faut accepter de prendre du recul sur les choses et d'être dans l'incertitude, ce qui fait un peu écho à la notion de complexité vue juste avant. Le dernier point est de se dire que l'acte de raisonnement se simplifie avec l'habitude. Plus nous allons faire, l'organisme est bon à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Donc si nous avons l'habitude de reconnaître certains patterns, certains schémas, ce sera de plus en plus facile parce que les scripts seront bien établis au début consciemment et puis après par renforcement simplement. Mais il est important toujours aussi de développer en parallèle de nos habitudes des potentiels heuristiques sur d'erreurs. Important de développer un système de régulation de sa pensée. Ce système 3 proposé par Houdet en développant les propositions de Kahneman et collaborateurs, en se disant il y a système 1, celui des pensées rapides, avec peu de raisonnement, des reconnaissances, des patterns, peu d'heuristiques. Le système 2 qui est plutôt lent, prise en considération de plusieurs informations et d'agencement de ces choses-là. Et puis comment est-ce que je choisis entre ces deux systèmes? C'est ce qu'on appellerait un système 3, plutôt métacognitif, et qu'il va falloir développer. Et ça peut se développer uniquement par de la récurrence sur mes raisonnements. J'ai agi de telle façon dans cette situation-là. Pourquoi? Et est-ce que je dois considérer que j'ai bien agi et renforcer ça? Ou est-ce que en prenant du recul, je me dis que j'aurais pu faire différemment, il faut que je déconstruise un petit peu. Donc de nouveau, refaire un système 2 de raisonnement un peu long pour décortiquer ce que j'ai fait, puis voir comment je vais pouvoir m'améliorer. Donc ça sera un peu plus l'objectif de la dernière vidéo sur les types d'erreurs de raisonnement. Il est normal, logique de développer des biais cognitifs. L'organisme tend, selon pas mal de théories, à être le plus efficient possible, donc à consommer le moins de ressources pour agir. Donc ça amène au développement de certains biais cognitifs, certaines abréviations dans le raisonnement qui peuvent nous induire en erreur. Donc c'est normal, mais en exerçant notre système 3, on peut peut-être réussir à diminuer ça. Donc ce qu'on veut, c'est surtout limiter ce développement d'approximation, et pour ça, encore une fois, il va falloir faire des efforts. Je vous remercie pour votre écoute sur cette vidéo sur certaines précisions sur le raisonnement clinique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à thomas.osinski@fom.fr. Bonne journée.